Alors je pense qu'on peut citer 4 bénéfices de l'euro pour la France. Le premier, c'est, un certain nombre de gens pensent que les prix ont monté à cause de l'euro. Le café au comptoir coûtait 1 franc et coûte aujourd'hui 1 euro x 6. En fait, cette perception est erronée. L'inflation était beaucoup plus faible depuis la création de l'euro. Depuis que l'euro a été créé, en 15 ans, les prix ont été multipliés par 1,27, donc ils ont augmenté de 27%. Durant les 15 années précédentes, ils avaient augmenté du double. Donc ça, c'est le premier effet, un ralentissement très fort de l'inflation. Certains diront même trop peu d'inflation aujourd'hui, mais c'est un autre sujet. Le deuxième bénéfice, c'est pour les entreprises, des taux d'intérêt réels, c'est-à-dire taux d'intérêt corrigés par l'inflation, qui ont été 2 fois plus faibles qu'avant l'euro. Puisque avant l'euro, dans les taux d'intérêt, il y avait une prime de risque qui était donnée aux investisseurs pour compenser le risque qu'ils prenaient de dévaluation du franc. Cette prime a disparu et donc le bénéfice pour les entreprises, ça a été de pouvoir emprunter moins cher. Troisième bénéfice, c'est que la France a été protégée contre des dévaluations compétitives à l'intérieur de l'Europe. Si la crise financière mondiale de 2008 avait eu lieu dans le système monétaire précédent que nous avions, qui était le système monétaire européen de change fixe mais ajustable, alors il y a fort à parier que ce système aurait volé en éclats avec des dévaluations compétitives, notamment en Italie et en Espagne. Il faut bien avoir en tête que la France exporte plus vers l'Italie que vers les États-Unis. Il faut avoir conscience aussi que l'Italie et l'Espagne réunies, c'est pour nos entreprises, comme marché, c'est presque aussi important que l'Allemagne. Donc la France aurait beaucoup souffert en fait de ces dévaluations probables qui auraient eu lieu dans les pays du Sud. Et dernier bénéfice pour la France, il faut bien avoir en tête qu'avant l'euro, la politique monétaire de la France n'était pas indépendante. La politique monétaire de la France était dictée par l'Allemagne, puisque nous n'étions pas dans un régime de change flottant, donc de taux de change déterminé librement sur les marchés. La France était engagée à maintenir fixe son taux de change par rapport à l'Allemagne, mais sans pouvoir partager la souveraineté monétaire. Elle avait d'une certaine manière transféré sa souveraineté monétaire de facto à l'Allemagne. Ça s'est bien vu pendant la réunification allemande au début des années 90, où l'Allemagne a dû resserrer sa politique monétaire et tous les autres pays ont dû suivre. Certains n'ont pas réussi et ça a été la crise du système monétaire européen. Donc depuis l'euro, la France siège de nouveau pour la détermination de la politique monétaire. Et la France a cette caractéristique d'être un pays médian. D'abord, c'est 20% de la zone euro. Donc ça pèse, la France est un petit pays dans le monde, mais un grand pays dans la zone euro. Donc pèse dans l'indice de prix de la zone euro agrégée. Et donc a un poids très important de facto dans la détermination de la politique monétaire. Et en plus, la France est un pays médian, ce qui fait que la politique monétaire de la BCE correspond en général aux besoins de la France, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de petits pays périphériques comme la Finlande ou le Portugal. L'euro peut nous apporter encore des bénéfices dans 4 directions principales. La première, c'est l'internationalisation de l'euro. L'euro s'est un peu développé comme monnaie internationale. Nos exportateurs exportent naturellement vers la zone euro en euros et vers le reste du monde en partie en euros. Mais ça pourrait être beaucoup plus large que ça. Ça pourrait être comme les entreprises américaines. Pour une entreprise américaine, c'est hors de question de vendre dans une autre monnaie que le dollar. Et ça pourrait être en fait la même chose pour les entreprises de la zone euro qui vendraient uniquement dans leur monnaie, et donc ça limiterait énormément les risques. On sait que quand on veut vendre un produit, eh bien, entre le moment où on fixe le prix et le moment où la facture est payée, il s'écoule un temps assez long, et donc les fluctuations du taux de change introduisent du risque à ce moment-là. Dans l'autre sens, nos importations sont en partie facturées donc en euros, mais ça pourrait être beaucoup plus large que ça. On pourrait imaginer un jour où le pétrole soit payé en euros et non pas en dollars. Donc ça, c'est le premier bénéfice que pourrait encore nous apporter l'euro en se développant. Il y a un deuxième bénéfice qui, lui, est complètement interne. On sait que les gouvernements français, depuis les années 70, n'ont pas réussi à ramener le solde budgétaire à l'équilibre. On a des déficits depuis les années 70. Et donc là, on voit que l'euro, et c'est en train de se produire, hein, l'euro introduit une discipline que nous n'avons pas réussi à produire en interne. Et donc finalement, c'est une protection du contribuable contre un peu les folies de ces gouvernements qui continuent à faire de la dette, au détriment des générations futures, qui ne sont pas ses électeurs.
Le troisième point, c'est, eh bien, on pourrait imaginer qu'avec plus d'intégration, ce qui est en train de se faire du côté de l'union bancaire, hein, l'intégration financière, on a une meilleure protection des travailleurs et de l'activité économique plus généralement contre des événements aléatoires qui peuvent survenir à n'importe quel moment dans une économie. Par exemple, on peut avoir des événements climatiques, on peut avoir des crises sectorielles, l'automobile, la téléphonie, des secteurs de l'agriculture, des secteurs particuliers, et qui eh bien, sont importants pour l'économie en question et peuvent entraîner une récession. Et à ce moment-là, ce qu'on voit sur l'économie américaine, et il y a des études qui ont été faites, c'est que l'intégration financière permet de stabiliser beaucoup l'activité pour deux raisons. La première, c'est l'accès au crédit. Lorsqu'on a des banques qui sont transnationales, par exemple, eh bien, on a un crédit qui peut continuer à être procuré aux entreprises et aux ménages du pays en récession, parce que les banques, ils ne reposent plus uniquement sur la santé des banques du pays concerné. Et par ailleurs, les ménages, hein, les familles peuvent diversifier leurs avoirs, hein, leurs économies, les investir non seulement dans les produits financiers immédiatement disponibles dans le pays, mais également ont des plus grandes possibilités d'investir dans les pays autour, ce qui permet, s'il y a par exemple une chute des prix des actions dans un pays particulier, eh bien éventuellement de soutenir leurs revenus grâce à des hausses de prix dans d'autres pays. Donc on a ces deux effets-là qui sont très puissants sur les États-Unis. On n'a pas toujours en tête qu'aux États-Unis, cette intégration financière a un rôle beaucoup plus important que le budget fédéral dont on parle tout le temps pour stabiliser l'activité. Le dernier point, le quatrième point, qui est très important pour les Français. En fait, les Français aiment bien la régulation internationale dans tous les domaines. La régulation sociale, la régulation du climat, la régulation financière. Et l'Union européenne, naturellement, a beaucoup plus de poids dans les négociations internationales lorsqu'elle est unie. On voit bien que l'Union européenne est un acteur respecté et craint pour les négociations commerciales, où on a véritablement une politique unique commerciale internationale. Par contre, sur les domaines financiers, on est en ordre dispersé au FMI, on est en ordre dispersé au G20, et on pourrait imaginer qu'en s'unissant, la zone euro puisse avoir plus de poids dans la re-régulation de la finance internationale, la lutte contre les paradis fiscaux et toute une série de thèmes qui sont chers aux Français.